Alors, aujourd'hui, nous recevons l'un des hommes les plus importants et qui va être Oula. pourtant les moins exposés du Rassemblement national. Il est militant depuis l'âge de 16 ans. Il a fait son premier passage à Radio Courtoisie en 2009. Ah oui, C'était dans mon émission, oui, je m'en souviens. Et il a ensuite été maire de Beaucaire pendant 10 ans. Il est désormais député européen, vice-président du parti. Et il a été directeur de campagne donc, pour les élections municipales du Rassemblement national et vient d'être nommé responsable par Jordan Bardella et par Marine Le Pen, donc comme ça il n'y a pas de jaloux, de la direction de la campagne présidentielle de 2027. Julien Sanchez, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est ce que je disais, derrière chaque campagne victorieuse, il y a évidemment un candidat qui porte, qui incarne, qui prend la lumière, mais il y a aussi une organisation, parce que ça ne se fait pas tout seul, des réunions publiques, des déplacements. Il y a une stratégie, il y a une mécanique, et c'est précisément donc de cette mécanique dont nous voudrions parler avec vous. Mais généralement, dans Restons Courtois, on fait toujours un retour sur le parcours de notre grand invité. Et on voudrait donc parler un peu de votre vie et de votre œuvre avant d'attaquer le cœur de votre métier et du grand défi qui vous attend pour 2027. Donc, j'ai lu sur le site du Rassemblement national que vous étiez un pur produit de la méritocratie militante. Quand même, non? Pas Oui, de modestie. non, mais oui, là, pour le coup, oui, méritocratie militante parce que j'ai adhéré à l'âge de 16 ans. J'ai commencé, évidemment, comme tout le monde, en collant des affiches, en distribuant des tracts, en essayant de convaincre chacun. Et puis, en fait, j'étais en Languedoc-Roussillon à l'époque, puisque j'étais lycéen dans le Gard déjà, et ensuite étudiant à Montpellier. Et j'ai milité à l'époque avec France Jamais, qui est aujourd'hui députée européenne. Et donc, je l'ai connue à l'âge de 16 ans. On a milité ensemble. Mon premier vote, c'était le 21 avril 2002. Ah, Donc, je pense que ça vous parle, évidemment. Et donc, c'est vrai que ça a été un premier vote à succès où j'ai été particulièrement heureux. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui se bat pour ses idées depuis des dizaines d'années, arriver donc au second tour de l'élection présidentielle avec, je pense que chacun se souviendra de l'image ah oui. de la tête de Jean-Marie Le Pen qui apparaît à l'écran le soir et qui fait la surprise à la fois aux journalistes de TF1, de France 2 et de toute la France, eh bien, évidemment, vous êtes heureux. Donc, c'était mon premier vote et j'ai milité à fond. Et après, Alain Jamet, qui était le président du groupe au conseil régional Languedoc-Roussillon, qui était vice-président du Front National à l'époque, m'a proposé de travailler pour lui au conseil régional. Alors, pardon, je fais juste Oui. une insiste pour rappeler aux auditeurs, peut-être les plus jeunes, qui ne sauraient pas à quoi vous faites allusion, mais le 21 avril 2002, il en existe. En C'est vrai. 2023, j'ai rencontré un jeune militant RN qui ne connaissait pas Jean-Marie Le Pen. Bon, Donc, ça, d'accord. tout peut arriver. Et donc, et à la radio, on voit aussi des jeunes. Donc voilà, le 21 avril 2002, donc c'est le moment attendu par tous les patriotes où on voit Jean-Marie Le Pen arriver au second tour devant Lionel Jospin, qui était le socialiste, qui était présumé gagnant. Et Jean-Marie Le Pen va affronter Jacques Chirac et on va vivre une première séquence d'ailleurs assez ahurissante qu'on a appelée la quinzaine de la haine, où même les enfants des maternelles manifestaient en disant Le Pen méchant. Mais c'était quand même un acte fondateur pour nous et un socle important. Exactement. Donc voilà, j'ai milité et on m'a proposé de travailler au conseil régional Languedoc-Roussillon. J'avais refusé dans un premier temps parce que moi, j'avais simplement milité comme ça pour aider et j'avais pas du tout de but ou d'intention professionnelle ou ni de voilà, c'était pas intéressé en fait. Et puis bon, France Jamais m'a dit tu devrais accepter parce que c'est ce que tu veux faire de la politique et donc viens travailler pour nous au conseil régional. C'est ce que j'ai fait. En même temps que mes études. Et ensuite, Marine Le Pen m'a recruté au conseil régional d'Île-de-France. Puis Jean-Marie Le Pen m'a fait travailler pour lui. J'ai travaillé à ses côtés pendant 10 ans. Alors quel souvenir vous gardez de lui? Je garde le souvenir de quelqu'un d'humain, parce que, contrairement à tout ce qu'on peut lire évidemment de nos adversaires politiques, c'était quelqu'un qui s'intéressait aux gens, qui saluait, les gens dans la rue, qui prenait le temps avec tout le monde, que la personne soit éboueur ou qu'elle soit chef d'entreprise. Il prenait le temps de s'arrêter, de discuter, d'échanger. C'était pas juste une photo comme ça, c'était un échange et il était assez populaire d'ailleurs, donc y compris, chez beaucoup de gens issus de l'immigration pour avoir, beaucoup, voyagé avec lui. Et je crois que ce que je retiens, oui, c'est quelqu'un de constant, quelqu'un, de combatif. Il a quand même affronté,
bien des tombereaux d'insultes pendant des années, et il a continué. Donc quelqu'un d'humain, quelqu'un de combatif. Et moi, Ça peut être un exemple pour vous d'être au quotidien avec lui je pense, oui, Ouais. parce qu'on apprend beaucoup quand on est au contact de gens exceptionnels. Et Jean-Marie Le Pen était quelqu'un d'exceptionnel. Il savait d'abord faire des discours de 3 heures sans aucune note. C'est quelqu'un qui avait une culture historique, musicale aussi d'ailleurs, parce qu'il aimait beaucoup chanter. Et je crois que c'est aussi, et surtout, moi je retiendrai ça de lui, c'est quelqu'un qui a abandonné 2 fois son mandat de parlementaire pour aller combattre pour la France. Qui aujourd'hui à l'Assemblée nationale En ferait ça? Indochine, en Algérie, oui. Est-ce que Gabriel Attal ferait ça? Est-ce que Édouard Philippe ferait ça? Non, évidemment que non. Donc je crois que voilà, si on retient toujours des choses négatives, mais je crois qu'il faut quand même rappeler l'entièreté d'un être. Et s'il a obtenu 18% des voix à une élection présidentielle, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de choses positives chez lui. Et notamment la lucidité sur tous les maux qui concernent aujourd'hui la France et dont il nous prévenait il y a 40 ou 50 ans quand même. Absolument. Alors d'ailleurs, on n'a pas évoqué peut-être les sources mêmes de votre engagement. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme comme vous se décide à s'engager pour un parti où objectivement, à l'époque, donc 2005-2007, il n'y a que des coups à prendre. D'ailleurs, il n'y a Ah oui, oui. rigoureusement pas un avantage à être au Front National, Ah quoi. non, moi quand j'ai adhéré en l'an 2000, j'avais 16 ans, on faisait 5% des voix, Oui. donc c'était pas par ambition, c'était vraiment par conviction. Donc j'ai adhéré parce que tout simplement, en fait, quand je regardais enfin, j'étais dans une famille assez politisée. Moi, mes parents étaient communistes, syndicalistes CGT, et mes grands-parents, eux, étaient plutôt souverainistes, Pasqua, Villiers, Le Pen. Et donc, vous imaginez le dimanche, les réunions de famille, tout le monde s'engueulait assez fortement, bon, gentiment, hein, voilà, sinon on n'aurait pas fait de déjeuner ensemble, mais ils s'engueulaient, tout le monde s'engueulait. Et puis moi, j'avais 10-12 ans, forcément, j'ai eu envie de m'intéresser à pourquoi ils s'engueulaient et prendre parti. Et c'est vrai que j'ai regardé beaucoup les émissions politiques très jeunes, parce que d'abord mon père les regardait aussi. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que pour moi, pour régler les problèmes des Français, il faut déjà faire le bon diagnostic. Et c'est un peu comme quand vous êtes malade. Si vous allez voir un médecin et qu'il vous fait un mauvais diagnostic, vous pouvez mourir. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on avait un état de la France, et quand vous regardiez les gens à l'époque de la droite ou de la gauche, ils vous mentaient sur l'état de la France. Et ils vous disaient non, non, tout va bien, il n'y a pas de problème, c'est merveilleux, etc. Et vous écoutiez à l'inverse Jean-Marie Le Pen, Marie-France Tirbois, Jean-Claude Martinez, qui étaient des cadres à l'époque du Front National, Bruno Gollnisch, et Karl Lang. Et quand vous les écoutiez à la télévision, eh bien, tout simplement, ils décrivaient l'état du pays. Et pour moi, quand on décrit... Tel que vous le voyez. Oui, Oui. exactement. Et quand on décrit objectivement l'état d'un pays, on est plus légitime et plus crédible pour apporter des solutions, alors que les autres mentaient déjà sur le constat. Donc comment vous voulez qu'ils vous apportent des bonnes solutions s'ils se voilent la face sur le constat? Ouais. Alors, quand vous rejoignez Marine Le Pen, donc ça, c'est au Conseil régional d'Île-de-France. Oui. Donc là, vous rencontrez une nouvelle personnalité. À l'époque, qu'est-ce qu'elle est? Alors, à l'époque, Elle est chef du groupe, c'est ça? elle est Ouais. présidente du groupe au conseil régional. Et moi, ce qui me frappe, en fait, à l'époque, c'est que... alors, je la connaissais peu, hein, puisque bon, elle m'avait recruté pour mes compétences, notamment tout ce qui était Internet, communication à l'époque, dont je m'occupais. En fait, ce qui m'a frappé, c'est que dans toutes les réunions auxquelles j'ai assisté avec elle, chaque fois qu'elle prenait la parole, en fait, c'est ce que j'aurais dit. Et j'étais d'accord. C'est-à-dire que là aussi, c'était du bon sens. Et c'était toujours très concret. Et ça, c'est son esprit juridique. C'est-à-dire que moi, j'ai l'esprit juridique aussi. Je suis assez carré. Et en fait, elle va à l'essentiel, quoi. Elle ne part pas 3 heures à parler, à blablater. Voilà, on va à l'essentiel, on dit les choses. Et ça, en politique, je trouve que c'est précieux parce que j'en ai marre, moi, d'entendre des gens qui s'écoutent parler. Je préfère des gens qui vont à l'essentiel, droit au but et qui sont concrets. D'accord. Et alors, comment vous travaillez avec elle? Comment ça s'est passé à l'époque, en tout cas? C'est en gros, comment vous créez ce lien de confiance qui fait qu'à un moment, elle finit par se dire c'est lui qui sera mon directeur de campagne? À l'époque, je n'étais Pour une présidentielle. je n'étais qu'un petit assistant, entre guillemets, donc je m'occupais surtout de la communication. Donc c'est pas vraiment à ce moment-là qu'on a créé ce lien, encore que voilà, elle avait confiance en mes compétences et en mes capacités. Mais je crois que c'est surtout mon parcours, c'est-à-dire que j'ai ensuite été conseiller régional, j'ai été maire pendant 10 ans. Ça s'est bien passé, on n'a pas entendu parler de Beaucaire en mal, à part pour dire que j'avais installé une crèche dans une mairie, Oh mais là là. j'assume. Voilà. Donc Vous allez loin.
j'ai quand même géré une ville de 16 000 habitants en étant la cible à la fois de l'État, la préfecture, à la fois de la presse qui nous harcelait et des opposants politiques pendant 10 ans. Et il n'y a jamais eu de procès ou de problème en dehors d'une crèche provençale installée dans une mairie et de l'interdiction des repas de substitution dans les écoles. Donc voilà, je crois que j'ai fait mon boulot et c'est vrai que tout cela en gardant bien sûr le cap et la ligne du Rassemblement national, en ne transigeant jamais, en étant parfois poursuivi, mais toujours relaxé, voilà, poursuivi pour islamophobie, poursuivi pour tout un tas de choses. Mais ça va avec, en fait. C'est les adversaires Oui, qui non, c'est essayent la règle. Oui, d'impressionner, oui. qui essayent d'intimider pour faire évoluer. Mais moi, je n'ai jamais changé de discours. Alors, avant d'arriver justement à votre nouveau poste, il y a cet ancien poste, si je puis dire, enfin, qui est peut-être le premier grand poste, c'est maire de Beaucaire. Ouais. Comment est-ce que ça se décide? Comment est-ce que vous devenez candidat? Et comment vous menez déjà votre propre campagne à vous? Alors en fait, en 2012, enfin 2010, je suis élu conseiller régional Languedoc-Roussillon, donc dans mon départ, enfin dans ma région, hein, Languedoc-Roussillon, et donc je m'implante dans le Gard, où j'avais été lycéen, où ma famille était installée, et donc je m'implante là-bas. Donc je suis candidat aux élections cantonales à l'époque à Nîmes, puis aux élections législatives, donc dans la circonscription de Nîmes-Beaucaire. Et je fais campagne, j'arrive en tête à Beaucaire d'ailleurs, à l'époque déjà aux élections législatives. Et là, je me rends compte, bon, les élections municipales sont 2 ans plus tard, en 2014, je me rends compte que les gens me demandent de venir me présenter aux élections municipales. Bon, moi, c'était pas mon objectif au départ. Mon objectif, c'est d'implanter mes idées, mais bon, j'avais pas prévu comme ça d'être candidat à des élections municipales, parce que je travaillais d'abord pour le mouvement Pour le à groupe, Paris. oui, oui. J'étais à Paris où je travaillais, donc voilà, je n'avais pas prévu ça. Voilà, j'étais originaire bien sûr du Gard, j'avais mon logement personnel dans le Gard, mais je travaillais quand même à Paris. Et donc, je vois qu'en fait, personne ne veut être tête de liste parce que les gens avaient peur, peur de l'insécurité, peur des représailles. Donc, beaucoup de gens acceptaient d'être colistiers, voulaient bien être mes adjoints si j'étais candidat, mais en fait, si je n'étais pas allé au combat, personne n'y serait allé. Et là, je réfléchis, je me dis, bon, après tout, on fait de la politique pour exercer des fonctions, pour appliquer son programme. Et ce serait dommage que dans une ville où je pense qu'on peut gagner avec un candidat compétent, on ne fasse pas de liste et on ne gagne pas. Ouais. Donc Donc là, vous aviez 25 ans, c'est ça? j'avais 30 ans. 30 ans. Donc je décide d'y aller et je suis élu. Donc au second tour, avec 40% des voix en quadrangulaire. Mais j'étais sûr que je serais élu si j'y allais. J'étais certain parce que tout simplement, j'ai mené campagne, j'étais aux côtés des gens. Ils avaient cette envie de sécurité, cette envie de l'application du programme du Rassemblement national. C'était pas gagné, hein, puisque c'est une ville où on n'avait jamais dépassé de 36-37%. Donc je savais qu'on ne pourrait pas faire 50%, mais je savais qu'en triangulaire, en quadrangulaire, ça pouvait passer. Et donc je me suis dit, allez, on y va, je fais de la politique quand même pour ça. Je ne suis pas là pour être confortablement dans l'opposition. Il faut se risquer, il faut y aller. Et donc j'ai été élu. Alors ça, c'était vraiment, on parlait tout à l'heure de démocratie locale hors antenne. Là, pour le coup, c'est une vraie expérience de démocratie locale. Alors comment on fait campagne quand on a 30 ans, qu'on est peu sûr de sa victoire, malgré tout, même si vous y allez courageusement, mais le résultat est quand même loin d'être garanti. C'est pas du tout un parachutage où on se dit, OK, Non, non. tu vas être maire, quoi. Est-ce que vous rencontrez les citoyens? Ah oui, oui, oui. Comment ça se passe, en fait, Bien concrètement, sûr. pour bâtir même un programme pour la ville? Bah, j'ai fait une campagne de plusieurs mois, parce que, encore une fois, j'avais été candidat aux législatives sur le même secteur, donc les gens me connaissaient des élections législatives, où j'avais perdu, puisque à l'époque, évidemment, nous n'avions aucune chance de gagner les sièges de députés. Mais en tout cas, les gens me connaissaient, et il y avait une vraie attente sur les thématiques du Rassemblement national. Donc j'ai exposé les thématiques du Rassemblement national, j'ai été au contact des gens, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai vraiment fait beaucoup de terrain. Et puis la constitution de l'équipe, moi, mes critères étaient simples, c'était l'honnêteté, la fidélité et le courage. Voilà, moi, que les gens soient bac+12 ou bac -5, je m'en fous complètement. C'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est
des gens qui ont des convictions, qui sont inamovibles et qui ne se laissent pas impressionner, et des gens qui ont envie d'avancer dans le bon sens et dans le sens de l'intérêt général. Je pense que c'est ça qu'attendent les gens, ce qu'attendent les Français. Ils n'attendent pas d'avoir des gens avec des CV impressionnants, ils attendent d'avoir des gens qui mettent les mains dans le cambouis et qui règlent les problèmes. Oui, oui, d'autant que les CV impressionnants, on a vu ce que malheureusement, enfin sans Oui. dire que si on est diplômé, on est bête, mais on en a quand même depuis 50 ans des très gros diplômés et Voilà, malheureusement l'état du pays il faut de tout. Je pense qu'il faut de tout, mais il ne faut pas que ce soit un critère numéro un. Ouais. Je pense que le critère numéro un, c'est l'intégrité de la personne, les convictions solides, pas l'opportunisme, vous voyez, mais les convictions solides et des gens qui ont envie de bien faire, d'avancer. Et évidemment, ça nécessite quand même une formation, hein, parce Ouais. qu'on ne va pas gérer une collectivité comme ça. Voilà, ça nécessite une formation juridique, technique. C'est important, mais ça s'acquiert pour ceux qui ne l'ont pas. Donc, Et là, le parti est derrière vous justement pour vous aider, vous épauler, vous donner un entourage ou c'est vous qui Non, choisissez non, tout sur place? il n'y a pas eu de mise sous tutelle à l'époque en 2014 des maires qui ont été élus. D'abord parce que ceux qui ont été élus en général étaient déjà connus du mouvement et donc avaient quand même une certaine expérience. Je pense donc à Fabien Angelman, je pense à Steve Briouat, David Rachlin aussi à l'époque. Tous ceux qui ont été élus en 2014 en fait avaient déjà de l'expérience. Donc, et puis encore une fois, l'administration d'une collectivité, le maire a été élu, il n'a pas à rendre de compte à son parti, donc on nous a laissé totalement libre de faire ce qu'on avait à faire. On était élus légitimes. Et voilà, on a travaillé. Bon, moi, j'avais quand même une formation juridique, donc c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis après, voilà, je ne vous mentirai pas, c'est vrai que quand vous gérez une collectivité, vous comptez pas vos heures. On n'est pas du tout aux 35 heures, on est plutôt à 110, 120 heures par semaine. Et les 2 premières années, on arrivait à 7 heures en mairie, on partait à 22 heures, hein, et 7 jours sur 7 avec mon directeur de cabinet, parce qu'il y avait tellement à remettre en ordre les choses, c'était tellement bordélique, tellement mal géré, qu'il a fallu vraiment une énergie infinie. D'accord. Alors j'ai lu que l'essentiel de votre programme, c'était une baisse de la dette municipale, une politique de sécurité assumée et mise en œuvre. Oui. Et puis ensuite, beaucoup de communication locale, donc expliquer ce que vous faisiez, et puis un travail d'implantation donc sur le terrain. Ça correspond un peu, ces 4 critères, à ce que vous avez fait? Moi, ce qui correspond, c'est en fait d'être sur le terrain en permanence, pas juste avant les élections. Je pense que c'est ça que doit faire un élu local. Donc, on était 7 sur 7 sur le terrain toute l'année, ce qui fait que les gens qui avaient une réticence par rapport à notre parti politique ou à l'image du parti politique, en fait, en nous voyant humainement et en nous voyant mouiller la chemise 7 sur 7, ils se disaient, bon, voilà, ces gens-là, ils sont quand même, ils font le boulot, quoi. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, le fait de tenir ses engagements. Moi, j'ai pas pris d'engagement à la légère. Les engagements que j'ai pris, je savais que je les tiendrais. Donc, on a d'abord, vous voyez, on avait 13 policiers municipaux quand je suis arrivé. C'est une commune de 16 000 habitants. Donc, on était en dessous de la moyenne nationale en nombre de policiers par habitant. On est passé de 13 à 30. Donc, ce qui veut dire qu'on était vraiment avec une police municipale qui était en fait quasiment la seule à intervenir. Je crois que près de 90% des interpellations sur le territoire de la commune, c'est la police municipale. C'est-à-dire que la police nationale a été complètement reléguée au second plan. D'abord parce que les effectifs sont insuffisants dans la plupart des communes de la ruralité, et ensuite parce que la police municipale était vraiment sur le terrain. Donc, on a rempli nos objectifs sur la sécurité, on a baissé la fiscalité. Donc, je pense que c'est ça qui a fait le succès, c'est respect des engagements, sécurité évidemment, proximité, baisse de la fiscalité, et puis je crois que beaucoup d'électeurs de droite notamment, qui étaient frileux pour voter pour nous, se sont dit, en fait, ce qu'il fait, c'est ce qu'on voulait, mais on ne le savait pas. On ne savait pas qu'ils en étaient capables, on ne savait pas qu'ils mèneraient cette politique-là. Donc, je pense que vraiment, le fait d'être essayé, en quelque sorte, c'est nous adopter, et on l'a vu dans beaucoup de villes. D'ailleurs, vous avez été Voilà. réélu. Oui, j'ai été, vous voyez, en 2014, quand j'ai été élu au second tour avec 40%. En 2020, quand j'ai été été réélu avec 60 au premier tour. Donc, voilà, je crois qu'il y avait 4 listes, hein, il n'y avait pas que 2 listes. Donc, je crois que vraiment, ce qui a fait la différence, c'est encore une fois la proximité, le travail, l'abnégation et la modestie aussi. Et puis la dédiabolisation aussi, j'imagine, parce que je lisais vos opposants, vous traitez de tous les noms, enfin, vous étiez un monstre identitaire, raciste, pas grave, ça. xénophobe, etc., islamophobe. Mais à la fin, je pense que justement, au bout d'un mandat, les gens se disent en fait,
Bah, On a raconté beaucoup c'est d'histoires ça. et il n'est pas si méchant. Quoi. C'est-à-dire, Donc, c'est- vous pouvez diaboliser quelqu'un quand les gens ne le connaissent pas, mais à partir du moment où le maire, en fait, il fait partie du quotidien, c'est-à-dire qu'il est là à la naissance, il est là au mariage, il est là à l'enterrement, il est là à toutes les étapes de la vie, en fait, l'élu local. Et donc, on ne peut pas mentir sur un maire quand il mouille la chemise et qu'il est présent. Souvent, d'ailleurs, les maires sont réélus pour cette raison, parce que voilà, la plupart font quand même le job, parce que c'est très astreignant et il faut faire le travail. Mais c'est vrai que les opposants étaient quand même assez haineux. Et je voulais dire un petit mot quand même sur la sémantique de la gauche, parce que la sémantique, c'est important en politique. Je me souviens d'opposants, moi, qui me suivaient dans tous mes déplacements, en me prenant en photo 300 fois dans la soirée. Enfin, on ne sait pas ce qu'ils faisaient de ces photos, mais enfin, ils me prenaient en bah, photo. c'était du harcèlement. Enfin, Et oui. Oui, c'est oui, ça. Ouais. oui, oui, mais alors, exact, vous avez répondu comme Ouais. moi, c'était du harcèlement. Et là, ils me regardent et me disent, oui, mais c'est du harcèlement démocratique. Le C'est beau. harcèlement démocratique, je sais pas si un jour ils inventeront le viol apaisé peut-être, mais en fait avec tous les beaux mots qu'ils mettent autour de notions qui sont inacceptables, bah, comme la discrimination positive, Oui, oui. ça reste de la discrimination et c'est immonde. Donc bah, c'est pareil, le harcèlement il devient démocratique quand il est contre nous et ça passe quoi. Enfin, c'est incroyable. Donc, C'est- voilà. Magda, vous avez une question? Non, pas encore. Non, Ok. Donc après, vous devenez, vous quittez Beaucaire et là vous devenez député européen. Oui. C'est bien ça. Au bout de 10 ans. ouais. Et donc là, c'est quand même un nouveau boulot. Ah non, Mhm. pardon, j'ai encore une question sur les municipales parce Oui. que on parlait toujours de démocratie locale. J'ai entendu dire, alors dites-moi si c'est vrai, que votre gestion a donné des idées précisément pour créer des espèces d'axes programmatiques pour tous les maires du RN. C'est-à-dire qu'on s'est dit le succès de Beaucaire est une inspiration pour que ensuite, dans toutes les campagnes, on ait une espèce de dispositif minimal, notamment je pense à la réduction de la dette ou des choses comme ça, pour que on puisse faire le boulot et gagner des mairies et s'y implanter plus facilement ensuite. Est-ce que c'est Alors, une légende ou est-ce que... c'est un peu plus large que ça, c'est-à-dire on s'est basé vraiment sur le bilan de nos maires au sens large. Donc Beaucaire en fait partie évidemment, et puis j'étais directeur de campagne au municipal, donc j'étais bien placé Oui. pour proposer aussi, si vous voulez, les points programmatiques minimum nationaux à suivre. Mais on s'est basé bien sûr sur ce qui a été fait à Hénin-Beaumont, ce qui a été fait à Perpignan, ce qui a été fait à Bruyères-la-Bussière, enfin dans toutes les villes en fait où nos maires ont été réélus d'ailleurs, et souvent dès le premier tour, c'est la preuve que ça fonctionne. Donc oui, je pense que les mairies qu'on a gagnées en 2014 et en 2020 sont des modèles et que nos maires ont eu énormément de courage parce ils affrontaient tous les éléments à l'époque. C'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Je dis pas que c'est très facile aujourd'hui, hein. Quand on est maire, c'est toujours complexe, mais à l'époque, c'était vraiment haro sur le maire RN. Je me souviens, moi, d'un fonctionnaire d'État qui était en préfecture. Alors, je dirais pas sa fonction pour pas le compromettre, mais qui était parti à un moment de son poste et il y avait un pot de départ. Donc, comme tous les maires, j'y suis allé. Et il me dit, je peux vous dire quelque chose, 2 minutes? Je dis oui. Il me dit, vous savez, on avait consigne d'éplucher chacun de vos actes administratifs. Alors je lui dis oui, bah, j'imagine que c'est pareil dans toutes les communes. Et là, il sourit, il me dit non. Voilà. Donc voilà, on était particulièrement surveillés, donc il fallait être particulièrement bon, sinon. Ouais. Oui, donc la moindre erreur voilà. est fatale. Ah oui, quoi. oui, non, mais là, nous, une virgule ou un truc de travers, c'était un courrier de la préfecture et c'était voilà. Et puis on a la chambre régionale des comptes aussi, enfin avec un zèle particulier. Voilà, il y a quand même une pression sur les maires Rassemblement National qui est énorme. Et voilà, donc c'est important de le dire et de le préciser quand même quand on voit ce que font d'autres maires, d'autres partis qui font n'importe quoi et qui peuvent le faire tranquillement, quoi. Oui, oui, bon, on vient de le voir, même là, avec l'affaire des assistants parlementaires, selon que vous serez Modem, LFI ou RN, vous serez jugé pas toujours de la même manière. C'est ça. Donc après, voilà, vous partez donc du niveau le plus local qui soit, c'est-à-dire maire, jusqu'au niveau le plus macro qui soit, pour le coup, c'est député européen. Donc là, vous arrivez Oui. Bruxelles-Strasbourg. Déjà, comment ça se passe et quelles sont vos fonctions là-bas? Alors c'est vrai que j'ai été élu maire en 2014, donc on m'avait proposé d'être candidat aux législatives en 2017, j'ai refusé parce que j'estimais qu'au bout de 3 ans on partait pas comme ça, on quittait pas sa mairie, donc j'ai refusé et mon directeur de cabinet s'est présenté. En 2019 j'avais été sur la liste aux européennes aussi, mais j'avais demandé à être en dernière position parce que justement je ne pouvais pas être élu.
2022, élection législative, pareil, je demande à mon directeur de cabinet d'y aller parce que je ne voulais pas aller à un mandat national. J'avais encore plein de choses, plein de projets en cours dans ma mairie. Et 2024, Jordan Bardella me propose, avec Marine Le Pen, d'être en position éligible sur les élections européennes. Donc, c'est la 3e fois qu'on me fait une proposition. Je dis, bon, au bout d'un moment, j'ai quand même 40 ans, ça fait 10 ans que je suis maire au quotidien. J'avais un successeur ensuite à qui je pouvais passer le relais, qui est un jeune qui a aujourd'hui 32 ans et qui est très bon et qui est un Beauquerrois. Donc je dis, bon voilà, je pense que j'ai fait mon travail. Je peux passer maintenant la mairie redressée dans de bonnes conditions à un jeune du cru. Et puis je pense qu'à 40 ans, on peut aussi changer et faire autre chose. Donc voilà, donc c'était impressionnant de se retrouver dans ce Parlement européen parce que je pensais à tous ceux qui avaient porté nos idées dans ce bâtiment. Que ce soit, bon, bien sûr, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bruno Gollnisch, Louis Alliot, enfin, qui étaient à l'époque quelques-uns face à 650 personnes complètement opposées à eux. Et là, je me dis, bon, on a fait du chemin quand même, parce qu'on est aujourd'hui le 3e groupe du Parlement européen. On est 85, je crois, députés du groupe des Patriotes pour l'Europe, avec plein d'alliés. Et on est surtout la première délégation française, avec 30 députés européens. Donc, qu'est-ce que je fais là-bas? Écoutez, c'est sûr qu'on passe d'un mandat très concret à un mandat où les gens sont complètement hors sol. Donc ça, c'est quand même déjà la première chose assez surprenante. Ensuite, vous êtes sur un mandat où, c'est vrai que moi, à Beaucaire, j'avais pas trop l'occasion de parler anglais, si vous voulez. Donc là, tout le monde parle anglais autour, donc il faut quand même se remettre évidemment au travail. Donc je me suis remis un peu à niveau là-dessus. Mais c'est vrai que l'usage des langues est quand même très très important parce que dans tous les textes, il faut le savoir, le français est une langue officielle, mais enfin il y a énormément de documents qui ne sont qu'en anglais. Et donc si vous ne maîtrisez pas un minimum l'anglais, c'est pas possible. Donc on travaille au quotidien sur des documents anglais, ce qui est scandaleux, mais c'est aujourd'hui comme ça que ça se passe, et avec des délais en plus qui sont très restreints. Donc moi je m'occupe de suivre les sujets budgétaires. Donc je suis le coordinateur du groupe des Patriotes, donc des 85 élus en commission des budgets, parce que j'aime beaucoup les chiffres. Quand j'étais maire, j'adorais ça. Et donc, c'est le truc le plus chiant pour toute personne Oui, sensée. c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais moi, j'adore ça. Voilà, ça tombe bien. Il en fallait un, c'est moi. D'accord. Et là, vous avez justement un gros boulot parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite manœuvre qui se prépare au Parlement européen sur les budgets. Oui. Et qui vise en fait très particulièrement la France. Ah oui, Enfin, on peut le supposer si on est oui. avec dessous de complotisme ou pas de complotisme. Quoi. Oh non, mais c'est réel parce que c'est des faits. En fait, au niveau du Parlement européen, vous avez le budget annuel qui est voté chaque année et vous avez ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel. Donc, le cadre financier pluriannuel, en fait, c'est ce qui est au-dessus du budget et qui va conditionner le budget des 7 prochaines années, donc 2028-2034. Donc là, le précédent, il était 2021-2027 et il avait été approuvé fin 2020. Donc normalement, c'est quelques mois avant l'entrée en vigueur. Donc là, c'est 2028. Normalement, ce budget pluriannuel, il devrait être adopté fin 2027. Eh bien, comme par hasard, parce qu'il y a une élection présidentielle en France, et ils l'ont reconnu que c'est pour ça, ils vont essayer de l'adopter fin 2026. Pour que la nouvelle présidente française ne puisse pas avoir son mot à dire et que les choses soient déjà verrouillées quand elle arrive. Mais c'est un peu scandaleux quand même. Ah oui, totalement. Il n'y a pas moyen Il n'y a pas une demande, oui, ce que j'allais dire, il n'y a pas une demande pas de recours, mais de demander à ce que ce soit fait à la bonne date. Non, parce que en fait, nous ne sommes pas majoritaires au Parlement européen et les groupes de droite et de gauche sont d'accord avec ça et essayent d'accélérer le calendrier au maximum pour que il n'y a pas des clauses qui interdisent Non, il n'y a pas de clause tant qu'il y a une majorité pour le faire et pour le voter. Mais voilà, ça montre quand même la peur, la panique en fait que crée chez eux l'idée de l'arrivée du Rassemblement national à la présidence de la République et le fait très concret qu'ils pensent que c'est ce qui va se passer. Oui. Parce que voilà, ils le disent dans les couloirs, ils disent on voit pas comment ça pourrait être quelqu'un d'autre que Marine Le Pen quand on voit qui est candidat en face et que franchement, voilà, c'est évident que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas voilà. Donc non, ils sont très convaincus qu'elle va gagner et donc c'est une façon d'essayer de devancer les choses. Pourquoi ? Je rappelle parce que la France elle est contributeur net au budget de l'Union européenne. Il y a très peu de pays qui sont contributeurs nets et c'est vrai qu'ils essaient de verrouiller tout ça parce qu'évidemment Marine Le Pen, lorsqu'elle va être élue, elle va arriver avec un certain nombre de choses à changer et où elle va
exiger des changements, comme le fait l'Allemagne, hein, parce que encore une fois, la France et l'Allemagne sont les plus gros contributeurs, donc c'est pas illégitime que la France et l'Allemagne imposent des choses. Aujourd'hui, moi, ce que je regrette, c'est qu'Emmanuel Macron soit absent et n'impose rien, notamment l'accord de libre-échange avec le Mercosur, où il aurait dû taper du poing sur la table et dire ça, pour nous, c'est une ligne rouge et c'est même pas question. Eh ben, il l'a pas fait. Donc l'Allemagne sait très bien le faire pour défendre son industrie, pour défendre ses intérêts économiques. La France, elle, ne défend rien, si ce n'est l'ego de son président de la République. Alors, vous parliez de Parlement qui était un peu hors sol, mais je trouve aussi qu'il est un peu en contradiction, qu'il est au moins paradoxal. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué et même amusé à la fin quand on se rend au Parlement européen, c'est cette espèce de forteresse absolument incroyable où il faut un pass Ah pour oui. n'importe quoi. Il faut être Oui. accompagné par celui qui vous invite, qui vient vous chercher, qui vous raccompagne. Enfin, on ne fait pas un pas sans être contrôlé, guidé, etc. Et pourtant, c'est une institution qui réclame l'abolition des frontières Oui. et la libre circulation. Il y a un côté quand même rigolo, je trouve, là-dedans. Je ne sais pas si ces contradictions sont quotidiennes et dans tous les domaines, mais Oui, alors ils n'ont oui. pas encore inventé le badge pour aller aux toilettes, ça pour l'instant, ça s'est préservé, mais pour le reste, oui, effectivement, dans chaque couloir, chaque coursier, il faut badger, et il y a une espèce de paranoïa, voilà, Oui. non, ça, on est chez les dingos, hein, donc il faut quand même le savoir, qu'on le sait, quand on y est, en fait, on s'en rend compte, et en fait, il se pense surpuissant, il se pense... enfin, de toute façon, c'est très parlant quand vous y assistez. À chaque séance plénière, on était en séance plénière là, cette semaine, il y a des dizaines de résolutions sur les droits de l'homme, etc., dans le monde entier. Donc, en fait, ils pensent qu'ils sont les gendarmes du monde et que leur vote symbolique en hémicycle va faire changer d'avis, par exemple, la Chine sur les Ouïghours ou sur Taïwan, ou va faire changer d'avis Monsieur Poutine sur Sur la l'Ukraine. guerre en Bon, Ukraine, oui. évidemment, je crois que ils pensent, ils sont très naïfs. Donc, mais ils aiment bien prendre des résolutions sur tous les pays du monde et donner des leçons à tout le monde, alors que l'Union européenne n'est elle-même pas très exemplaire, ni sur les valeurs démocratiques, ni sur ses actes. Hein, Et même ni sur ses propres réglementations. Je pense au RGPD, c'est-à-dire la réglementation sur les données privées. Or, on sait que le Parlement européen, par exemple, a la main sur la totalité des communications internes de ses collaborateurs. C'est-à-dire, c'est phénoménal. Ils peuvent espionner et ils peuvent réquisitionner sans la moindre condition et sans la moindre limite. Alors, ils sont dans la violation totale de leurs propres règles. Au fond, ils sont très illibéraux en interne. Ah bah c'est une oui, il y a un côté un petit peu dictatorial, hein, sur beaucoup de sujets. On le voit, et dès qu'on touche à un dogme, voilà. Alors nous, évidemment, ça nous empêche pas en commission de dire tout ce qu'on a à dire, je vous rassure. Ce qui est important sur ce mandat, c'est qu'on a quand même bonne presse, parce que tout le monde reconnaît que les députés européens du Rassemblement national sont très présents dans les commissions. Je pense à mon ami Gilles Penel, notamment en commission agriculture, où il se bat énormément avec Valérie Deloche, qui sont nos deux élus français, sur la question du Mercosur et sur un grand nombre de sujets, parce que l'agriculture, je vais dire un mot 30 secondes, c'est encore une fois notre indépendance alimentaire, c'est notre souveraineté et c'est notre santé publique aussi. Oui. Parce que moi, je me souviens de l'épisode du Covid, on n'avait pas de masque, on n'avait rien, on était complètement dépendant de tous les pays, et là, sur l'agriculture, on voudrait nous faire la même chose, c'est-à-dire que demain, on va être dépendant de pays qui ne font pas du tout dans les mêmes conditions que nous, qui nourrissent la viande aux hormones de croissance, aux antibiotiques, comme au Brésil, et on importe tout ça. Et on va nous dire que tout va bien se passer sur la santé publique et autres. Donc, vous voyez, c'est pas cohérent avec tout ce que nous vendent les écolos, les socialistes, etc., sur la proximité, sur... Le localisme, oui. Ouais, ouais, Et non, là, notamment, il y a un point, à l'heure où nous enregistrons cette émission, il y a un grand sujet sur le miel qui va venir du Mexique désormais, enfin qui pourrait, Ouais. qui risque de venir, je ne sais pas si c'est fait ou pas fait, mais et qui va mettre en péril tous les apiculteurs européens et notamment les Français. Et là, en termes de localisme, c'est quand même une aberration Non, mais c'est une aberration d'autant plus totale que, encore une fois, on est contributeur net au budget de l'Union européenne. L'agriculture en France, c'est très important. L'Europe, elle s'est construite aussi autour de l'agriculture à un moment, parce que son budget, le gros de son budget, c'était la PAC, c'était l'agriculture. Et en fait, on a l'impression et c'est pas qu'une impression, que la France ne défend pas les intérêts français. Et donc Emmanuel Macron, ses ministres sont incapables de défendre les intérêts français. Or, moi, ce que je vois, c'est quand on fait de l'arrachage, et notamment sur les vignes, et qu'il n'y a plus de vignes, eh bien, on a des incendies qui sont de plus en plus graves dans nos régions, comme l'Aude
les Pyrénées-Orientales chez moi, demain le Gard et l'Hérault. Et tout ça, c'est criminel en fait, parce que en arrachant eh bien, ces paysages ne sont plus entretenus et on s'expose à des risques à la fois sanitaires, à la fois sécuritaires. Mais tout ça, ils n'en ont que faire parce que personne n'est là à part nous, mais on n'est pas encore au gouvernement, donc pour leur dire. Donc je souhaite que demain, on soit au gouvernement pour leur dire et pour obtenir des choses et imposer des choses. Alors, quand vous êtes justement au Parlement européen, on sait que c'est un lieu où les groupes d'influence, les lobbies sont enregistrés, homologués. Oui. Est-ce que vous voyez l'influence de ces groupes de pression? Est-ce que vous êtes parfois sollicité? Est-ce que vous les voyez solliciter d'autres groupes que le vôtre? Et quel est l'impact qu'ils ont, Alors oui, notamment sur ces aberrations? Est-ce qu'on peut expliquer ces aberrations par un travail d'influence officiel? ouais, 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 je pense que oui, ça a été prouvé et documenté d'ailleurs sur toutes les ONG écolos qui ont fait et qui ont été payées par l'Union européenne pour faire du lobbying auprès des députés européens pour les faire changer leur vote. Ça a été prouvé, documenté. Il y a d'ailleurs une espèce de commission d'enquête, ça s'appelle pas commission d'enquête, mais c'est un peu tout comme, qui a été lancée à l'initiative des groupes de droite et dont nous avons fait partie aussi pour enquêter sur ces sujets-là. Ils sont assez mal à l'aise sur ces sujets. Donc oui, il y a du lobbying. Moi, est-ce que je les rencontre? Non, parce que je ne souhaite pas rencontrer des gens qui sont voilà, là pour essayer d'influer, d'intimider, etc. Mais on sait que les groupes, notamment de Soros et les groupes qui sont des groupes d'ONG qui sont militantes et qui sont payés pour cela avec notre argent, eh bien, sont très actifs. Donc les ONG, il y a beaucoup à dire sur ce sujet parce qu'on nous dit toujours que c'est des bons sentiments. Vous savez, la gauche, elle fait passer encore une fois les bons sentiments. Mais derrière, il y a quand même des choses qui sont dramatiques. Et là, je vous donne un exemple de l'influence de la gauche, malgré qu'elle ne soit pas majoritaire dans ce Parlement européen. Sur le cadre financier pluriannuel dont je vous parlais tout à l'heure, donc le budget à venir, la gauche a réussi, pour l'instant, alors c'est pas encore voté, mais a réussi à imposer que dans toutes les politiques publiques de l'Union européenne, il y ait 3 critères. L'état de droit. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière l'état de droit? C'est ce que Ça, j'allais vous c'est demander. une vraie question, parce que là, en Hongrie, tout ce qui se passe actuellement, où on fait des lois rétroactives, etc., là, ça dérange plus personne, hein. Donc avant, M. Orban était méchant, maintenant, son successeur... Oui, il c'est de fait, la rétroactivité citoyenne et c'est- démocratique. Voilà, c'est ça, c'est incroyable. Donc l'état de droit. Deuxième chose qu'ils veulent imposer dans toutes les politiques publiques de l'Union européenne, l'égalité des genres. Le budget genré. Alors, j'ai Alors, posé. ça veut dire alors, quoi? qu'est-ce Alors, que je vais vous c'est? expliquer, parce que là, moi aussi, je suis resté comme vous. Je sais qu'est-ce que c'est que ce délire encore. Donc, j'interviens et je leur dis écoutez, moi, j'étais maire, je comprends pas votre truc. Quand on est maire et qu'on construit une route, on se demande pas si ça sert aux femmes ou aux hommes. Une route, elle sert à tout le monde, en fait. Donc, je vois pas comment vous allez imposer dans toutes les politiques publiques les budgets genrés. Expliquez-moi ce que c'est. Et là, donc, le mari d'Anne Hidalgo, qui est député européen, monsieur Jean-Marc Germain, du Parti Socialiste, prend la parole pour me répondre. Il me dit non, vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Alors, bon, j'écoute, hein, moi. Il m'a dit non, en fait, quand vous construisez une route, ce qu'il faut regarder, c'est si l'entreprise qui construit la route respecte l'égalité salariale homme-femme et si elle est très préoccupée par ces sujets. Je dis, écoutez, moi, quand je construis une route, je regarde la qualité de la route, surtout. Je crois que ça n'est pas le sujet, en fait. Si on commence à se mêler de tous ces sujets-là, quand on attribue un marché public, on n'a pas fini et ça va être un beau bordel. Donc ça, c'est leur nouveau délire, budget genré surtout. Et dernier délire, un délire écolo où ils vont imposer que chaque programme de l'Union européenne et chaque dépense de l'Union européenne ne soit pas nuisible en quelque sorte à la planète. Alors c'est comme ça qu'ils le vendent, mais en réalité ça va être encore plus de contraintes et de normes pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises, pour tous ceux qui sont des acteurs économiques, et ça va être une catastrophe. Et ça, la droite ne s'y oppose pas. Pour l'instant, il n'y a que nous qui nous y opposons. Alors, pourquoi est-ce que la droite, qui est quand même plutôt libérale, est pour la création d'entreprises et pour la diminution des normes, ne se met-elle pas en travers d'un truc pareil? Parce qu'en réalité, si on regarde bien, c'est une des raisons du déclin de la France et de l'Europe, c'est Bien quand sûr. même littéralement ce genre de normes qui parasitent Ah mais en fait, et qui détruisent toute forme de concurrence possible avec les étrangers. ouais, mais on met de l'idéologie, mais aveugle. On met de l'idéologie aveugle dans tout. Et c'est ça qui est dramatique dans ce Parlement européen, c'est que ces gens sont tellement hors sol qu'ils ne sont pas du tout aux prises avec les réalités du quotidien. Et vous disiez les lobbyistes. Alors moi, je rencontre pas de lobbyistes. Par contre, je rencontre des syndicats, je rencontre des associations interprofessionnelles, la CGPME ou d'autres organisations
organisations patronales ou de chefs d'entreprise. Et eux sont conscients de toutes ces normes qui pèsent sur eux. Nous, on avait demandé avec Jordan Bardella la suspension du pacte vert, du Green Deal, qui est catastrophique pour l'économie européenne. Donc, on a réussi à faire changer certaines choses. Mais en fait, pourquoi la droite souvent laisse passer ces choses-là au départ? Parce qu'elle ne travaille pas, premièrement. Et deuxièmement, elle veut donner des hochets à la gauche, mais elle ne comprend pas que ça va la contraindre elle-même ensuite sur toutes les politiques publiques pendant les 7 prochaines années. Et le dernier truc, c'est qu'ils se laissent souvent avoir par la sémantique. C'est-à-dire que dès qu'on leur dit « Ah oui, sauvons la nature », si le truc est immonde derrière, tant que c'est marqué « Sauvons la nature Ouais. c'est bien, on sauve la nature ». Non, Comme les éoliennes. Oui. voilà, donc, et là, c'est pareil. Encore une fois, le truc, ne pas créer de préjudice important donc, sur l'environnement. Oui, sur le principe, bien sûr, mais regardons ce qu'il y a derrière. Si c'est pour créer de nouvelles taxes, si c'est pour asphyxier encore plus les entreprises, c'est pas bon. Et dernier mot là-dessus, sachez quand même que la droite et la gauche sont pour créer des taxes et des impôts européens. C'est en discussion en ce moment, parce que le budget de l'Union européenne est très mal géré. Il n'y a pas qu'en France que c'est mal géré. Et là, hier, il y avait un texte où il prévoit de créer 60 milliards de nouvelles ressources propres, c'est-à-dire de nouvelles taxes ou impôts. Et la droite est d'accord avec ça. On est les seuls, encore une fois, à s'opposer à la création de ces taxes. On ne veut pas d'impôts européens. Nous, voilà, on considère qu'il faut mieux gérer déjà, arrêter le gaspillage, arrêter... j'ai des Et puis ce nombreux que donne exemples. la France est déjà largement suffisant. C'est-à-dire qu'on est quand même... Bien sûr, mais ils n'en ont jamais assez. Et vous voyez, des gens comme ceux de Renaissance, Renew, comme Madame Keller, qui est députée européenne et qui soutient Gabriel Attal, elle veut créer toujours plus de taxes. Elle veut décupler la taxe sur les petits colis. Elle veut faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Et tous, ils le veulent. Ils veulent faire accélérer tout ça. Donc, c'est assez dangereux. Donc, nous, on se bat, on attire l'attention et on espère maintenant pouvoir emporter la présidentielle. Parce que moi, je le redis, un président français qui eh bien, tape du poing sur la table quand on est contributeur net, évidemment que ça change les choses et qu'on obtient des choses. Alors, et justement, il nous reste quelques minutes. On va avancer maintenant vers vos nouveaux défis. Oui. Déjà, est-ce qu'on pourrait revenir peut-être un peu sur la relation... On a parlé de votre relation avec Jean-Marie Le Pen, donc le rock historique, avec Marine Le Pen, et il y a aussi quelqu'un d'important, qui est Jordan Bardella. Bien sûr. Au Parlement européen, j'imagine que c'est là que vous avez fait que vous avez pu nouer avec lui une relation de confiance. Alors, on se connaît depuis un petit moment quand même, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis au Rassemblement national et au Front national avant depuis 26 ans maintenant. Donc, je connais quand même bien nos cadres, nos élus. Et Jordan Bardella, on a été porte-parole du Rassemblement national en même temps. Oui, il y avait 3 porte-paroles. Il y avait Sébastien Chenu, Jordan Bardella et moi. Et donc, c'est là qu'on a appris à se connaître. Il connaît aussi mes capacités de travail sur le budget et toutes les questions budgétaires et l'énergie que j'y mets, parce que je ne me mets jamais en avant, mais sachez quand même que, je vais le dire parce que Madame Aubry, elle le dit quand elle est concernée, je suis le député numéro 1 sur 719 en nombre d'amendements déposés au Parlement européen. Donc, il faut quand même savoir. Il y a une force de travail, oui, derrière. Oui, c'est un élu du Rassemblement national qui est numéro 1, c'est surtout ça que je mets en avant, mais pas ma personne. Mais voilà, donc quand on voit les leçons que donnent nos adversaires, on n'a pas de leçons à recevoir sur le travail. On est très travailleurs et ça se sait d'ailleurs maintenant. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. On est en porte-parole ensemble. Maintenant, on travaille ensemble dans le groupe et c'est quelqu'un qui est réglo. C'est-à-dire quand il se dit quelque chose, il le fait. Ça, j'aime ça chez les gens parce que y a tellement de beaux parleurs et autres. Voilà, lui, quand il dit quelque chose, il le fait. Et c'est quelqu'un de sincère et voilà, sur qui on peut compter fortement. D'accord. Alors là, qu'est-ce qui va distinguer? Donc, ils étaient tous les deux d'accord pour que ce soit vous, quel que soit le candidat, qui dirigeait la campagne présidentielle. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à une campagne municipale? Quels sont les points communs, les différences, si on veut? L'aspect positif d'une campagne présidentielle, c'est qu'il n'y a qu'un seul candidat. Alors qu'une campagne municipale, moi j'ai géré la campagne des municipales, j'avais plus de 700 têtes de liste voilà, avec qui j'ai travaillé. Qu'il fallait d'abord investir, donc audition de tous les candidats. On a refusé aussi beaucoup de candidats. Donc déjà, rien que la sélection des candidats et la formation des candidats, c'était un gros aspect. Ça, je n'ai pas à le faire. Je pense que Marine Le Pen est formée amplement. Donc, elle n'a pas besoin de moi là-dessus. En revanche, ce sur quoi il compte sur moi, c'est l'organisation de la campagne. C'est-à-dire que voilà, il faut que ça, Alors, ça roule. Il faut que ça quoi tourne. une campagne présidentielle? Une campagne présidentielle, c'est déjà organiser les déplacements,
évidemment, organiser les meetings qui vont avoir lieu, c'est être réactif aussi à l'actualité, c'est savoir riposter, savoir devancer aussi les attaques et savoir en porter aussi à ses adversaires. C'est aussi répondre aux centaines et aux milliers de questionnaires qu'on va recevoir des organisations socio-professionnelles dans les mois qui vont venir, parce que vous savez qu'en année présidentielle, on reçoit beaucoup, beaucoup de questionnaires, souvent dans les 2 derniers mois, et donc c'est un enfer parce qu'il faut répondre à tout le monde veut sa réponse, mais enfin, ils sont pas seuls et il y en a des milliers. Donc ça, il faut l'organiser et il faut évidemment que quelqu'un réponde à tous ces questionnaires, réponde aux mails aussi, nombreux qui arrivent, parce que c'est des milliers et des milliers de mails, de questions qui arrivent, de gens qui veulent connaître évidemment des points très précis du projet présidentiel, parfois même trop précis, c'est parfois des cas personnels même, mais bon, voilà, les gens envoient leurs questions, il faut bien leur répondre. Donc voilà, il faut arriver à être réactif, il faut arriver à anticiper aussi les choses et à être en avance sur les adversaires. Et de ce point de vue-là, autant jusqu'à mardi, on avait Oui. un petit peu de retard parce qu'on était suspendu à une décision de justice. Là, on a pris de l'avance puisque non seulement j'ai ma candidate à la présidence de la République, mais j'ai mon candidat à la fonction de Premier ministre. Et donc, je suis un directeur de campagne heureux. D'accord. Et est-ce que, juste avant ça, il y avait la question des signatures. Pour vous, maintenant, c'est fini. C'est plus un souci comme jadis. Alors, c'est un sujet quand même, parce que, évidemment, il y a un formalisme à respecter, il y a des délais. Bon, on a l'impression d'être à la préhistoire encore parce que tout se fait encore en papier. Là aussi, hein, on est en Ah oui. 2026. Bon, je crois qu'on pourrait quand même passer aussi à d'autres solutions, surtout qu'il y a quand même 36 000 maires. Il y a énormément de parrains potentiels. Donc, je pense que tout le monde serait demandeur aussi d'essayer d'améliorer ce système. Bon, c'est moins un problème qu'avant, évidemment, parce qu'avant, on n'avait quasiment pas d'élus. On avait des conseillers régionaux, on en avait peut-être 200, 250, mais il fallait quand même trouver 250 signatures. Moi, j'ai connu des présidentielles, réellement, où 3 jours avant la date limite, on n'avait pas les 500 signatures. Et c'était pas du bluff. Et quand on écoutait les journalistes dire oui, bluff, non, on bluffe pas en fait. Donc c'était très compliqué. Et c'était un obstacle qui était mis sur notre route. Et là encore, on essaye de dénaturer les textes. Les textes, ils disent que les maires parrainent un candidat. Ça ne veut pas dire qu'ils le soutiennent. Ça veut dire qu'ils parrainent le candidat parce qu'il est pas fantaisiste et qu'il mérite de se présenter. Donc, je pense que quand on a fait 15%, puis 20, puis 30 à toutes les élections, on n'est pas fantaisiste, on mérite de se présenter. Et donc, ce système, effectivement, il a été dénaturé par la gauche encore, et ils ont En attaqué. rendant public, oui. Ouais, Ouais. ils ont toujours attaqué. En fait, ils essayaient parfois de s'en prendre aux maires qui parrainaient en disant c'est des soutiens. Non, c'est pas des soutiens, c'est des gens qui disent Marine Le Pen, elle est légitime à se présenter, et encore heureux. Mais ça, c'est pas, en fait, vous expliquez que justement, normalement, n'importe quel maire, même qui n'a absolument pas la même étiquette ou même qui pense pas du Oui, tout comme vous, est censé pouvoir dire je parraine. oui. Et alors que maintenant, en fait, aujourd'hui, vous faites comme une sorte de campagne de devoir convaincre en fait les maires de signer. En fait, Non, il mais y a une forme, ça a ça, changé en fait de. ça se passera bien cette année. C'est pas le sujet. Mais ça a été vraiment un sujet pendant de nombreuses présidentielles pour nous, parce que des maires Mm. avaient peur qu'on dise oui, il soutient un tel parce que l'extrême gauche, là encore, faisait du terrorisme intellectuel auprès de ces maires. Or, encore une fois, on le redit, ça n'est pas un soutien, c'est dire ce candidat ou tel candidat n'est pas fantaisiste et il est légitime à se Mm. présenter. Sinon, on aurait 100 candidats à la Ouais. présidentielle. Donc, évidemment, il faut un filtre. Mais ce filtre, il est sur la légitimité Et le sérieux. Oui. et le sérieux et le fait de représenter des idées. Je pense que c'est largement le cas de Marine Le Pen. Mais c'est vrai que certains maires, on était arrivés à la dernière présidentielle à faire quelque chose qui était intelligent. D'ailleurs, ils avaient réuni leur conseil municipal, ils avaient mis le nom sur des petits papiers de tous les candidats qui n'avaient pas leur parrainage, et ils avaient tiré au sort pour dire, vous voyez, j'ai tiré au sort celui devant témoin, devant la presse, pour dire, j'ai tiré au sort le candidat légitime que je parraine et qui n'a pas encore ses signatures. Et ça, c'était intelligent. Ça permettait au moins de montrer que c'était pas un soutien politique, mais que ça permettait de parrainer des candidats légitimes. Ça nous fait aller loin quand même. Oui. Alors, à titre personnel, Julien Sanchez, donc, j'imagine que le 7 juillet a quand même. Il y a dû y avoir une angoisse évidemment, mais aussi une libération mentale pour vous, parce que j'imagine que vous aviez préparé 2 sites internet, 2 campagnes. Est-ce que vous personnalisiez la campagne de Jordan Bardella et celle de Marine Le Pen, ou est-ce qu'au fond il y avait un tronc commun, il n'y avait plus qu'à dispatcher dès que vous saviez qui était en tête? Ah non, on avait préparé les deux effectivement, parce Parce que que normal, enfin, c'est la moindre des voilà, choses. parce qu'évidemment, on savait que le 7 juillet, tous les regards allaient être braqués sur nous. Donc on avait préparé tout ça, et on ne savait pas ce que ça allait donner, vraiment, hein. Personne ne savait ce qu'allait être la décision du tribunal. Et
Donc évidemment, ça a été une délivrance parce que notre candidate naturelle, ça reste Marine Le Pen, bien évidemment, et on souhaitait tous qu'elle puisse être candidate. Maintenant, Jordan Bardella s'était préparé au cas où elle aurait été empêchée par décision de justice. Mais moi, si vous voulez, ce duo, ce ticket gagnant, ce binôme, il me va bien parce que je pense qu'on peut l'expliquer aux Français. On peut dire, voilà, la fonction de président de la République, c'est une fonction où on représente la France à l'international, où on prend les grandes décisions. Marine Le Pen, elle a l'expérience politique depuis des dizaines d'années et elle sera parfaite dans cette fonction. Jordan Bardella, lui, est candidat à la fonction de Premier ministre. Premier ministre, il faut quelqu'un de jeune, de dynamique, qui va devoir remuer des choses qui sont engluées depuis des dizaines d'années, qui sont pourries. Mais vraiment, on est dans une situation pourrie dans le pays. Et je pense que le dynamisme, l'énergie qu'il a fait que les deux sont au bon poste qu'ils doivent occuper chacun. Donc c'était l'ordre naturel des choses et je pense que ça, les Français en sont conscients. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre et en complémentarité parce qu'il y aura du boulot pour les deux, je peux vous dire. Donc, Alors, est-ce que vous prévoyez, vous parliez tout à l'heure du fait que vous aviez déjà un Premier ministre naturel, est-ce que c'est votre travail aussi de réfléchir au gouvernement ou est-ce que ça ne concerne que la présidente ou le président? Et est-ce que vous envisagez, vous, déjà, avec eux, la suite, c'est-à-dire, par exemple, une dissolution pour avoir des législatives dans la foulée? Est-ce que ça fait partie de vos priorités, enfin, de vos prérogatives ou c'est pas encore le moment et vous n'y pensez pas encore? alors, sur les fonctions de ministre, ça, c'est généralement le président de la République, donc la présidente et le Premier ministre qui nomment le gouvernement. Enfin, c'est le Premier ministre voilà, qui va voir effectivement le président de la République et qui échange sur ce sujet. Donc voilà, je pense que c'est eux qui le feront et ça n'est pas dans mon rôle. Mon rôle, par contre, dans cette campagne, il va être de détecter justement Les profils? toutes les... Alors non, pas Non. les profils, parce que je pense qu'ils ont déjà leur Oui, ils ont idée. déjà tout, Ils oui, ont déjà oui. leur idée. C'est pas vraiment sur ce sujet-là, mais de voir quelles sont les personnes en fait qui sont aujourd'hui sous-estimées et qui font un boulot énorme. C'est aussi le rôle d'un directeur de campagne de voir sur qui on peut compter, qui sont les gens les plus réactifs, qui sont les gens qui répondent quand on fait une demande et qui sont les plus méritants aussi. Donc je pense que Marine Le Pen a largement ses idées sur le sujet, Jordan Bardella aussi. Mais mon rôle, il va être aussi de dire qui a fait le job, qui a été particulièrement bon et méritant dans cette campagne présidentielle, comme je l'ai fait au municipal d'ailleurs, où on a eu de très bonnes surprises et des révélations. Alors, vous êtes aussi l'un des très rares à avoir pu, j'imagine, le 7 juillet, suivre toute la journée en privé. Est-ce que vous avez le droit, la possibilité de nous raconter un peu comment s'est prise la décision de Marine Le Pen? Est-ce que ça a été instantané? Est-ce que ça a été plusieurs heures de discussion avec tout le monde? Alors, je ne vais pas dévoiler évidemment Non, bah, je me doute, oui, oui. les secrets de l'après-midi parce que je sortirai de mon rôle, mais en tout cas, oui, ça s'est fait rapidement parce que le sujet c'était est-ce que elle peut se présenter légalement ou est-ce qu'elle ne peut pas se présenter? Là, à partir du moment où l'inéligibilité était levée et où elle pouvait, où elle avait une fenêtre de tir pour se présenter, évidemment qu'il était logique qu'elle y aille. Et c'était évidemment notre choix de toute façon, hein. Encore une fois, Jordan Bardella s'était préparé à y aller au cas où elle aurait été empêchée. À partir du moment où elle n'est pas empêchée, il reste sur la fonction de Premier ministre, elle reste sur la fonction de président de la République. Alors, il nous reste 8 minutes. On a encore quelques questions. Oui, moi je voulais Maïda. revenir sur le fait que vous prépariez donc aussi un peu même l'avenir après les élections. Oui. Et du coup, sur le plan judiciaire, comment on prépare la campagne, même la suite, alors que le calendrier judiciaire potentiellement peut avoir un impact à quelques jours ou quelques semaines du vote, enfin des élections? Bah, je crois que tout simplement, on a de bons avocats. On les a entendus d'ailleurs dans les médias. Ils ont à la fois ils ont le sens de la formule, ils ont de l'humour, mais ils ont surtout les compétences. Et je crois que ces deux avocats, avec Marine Le Pen, ont fait un très bon travail. Donc il y a eu un communiqué de la Cour de cassation qui est sorti. On en a pris acte. Normalement, la Cour de cassation, elle met 12 à 15 mois pour se prononcer. Or, l'élection est dans 10 mois. Donc, normalement, elle ne doit pas se prononcer avant l'élection. Voilà, ce serait quelque chose d'extraordinaire, sur mesure et anormal qu'elle se prononce avant ce délai. Et je pense qu'elle ne le fera pas.
D'accord. Pour ne pas se discréditer ou pour ne pas avoir l'air Oui, parce que d'interrompre un processus démocratique exactement, enclenché. parce que l'argument quand même de la cour Ça aurait d'appel. l'air illibéral, enfin, Ah oui, oui, de l'illibéralisme c'est- démocratique, mais quand même. c'est le moins qu'on puisse dire parce que la cour d'appel, elle a quand même dans son arrêt indiqué qu'il ne fallait pas perturber le déroulement démocratique du pays, qui est quand même une année présidentielle importante. Et donc la Cour de cassation, elle aurait eu une utilité à intervenir en urgence s'il y avait eu le sujet de l'exécution provisoire qui continuait à se poser. Ce sujet ayant été levé par l'arrêt de la Cour d'appel et ayant été enlevé, il n'y a plus d'urgence à statuer en quelque sorte. Et donc, Marine Le Pen étant une justiciable comme les autres, il n'y a pas lieu de lui faire un privilège d'accélérer un calendrier, puisqu'il n'y a pas de péril démocratique et qu'elle peut en l'état se présenter. Voilà. Alors, on a vu autre chose, et là, Mais j'imagine. la Cour de cassation est souveraine, évidemment. Oui, hein. bien sûr. Je n'ai pas d'ordre à lui donner, elle fait ce qu'elle veut. Mais voilà, je pense Mais que ça serait tous les étonnant, Français comprendront qu'elle suive son calendrier normal. Comme pour tout justiciable, Marine Le Pen ne devrait pas avoir de traitement passe-droit particulier, ou de ouais. traitement particulier. Alors là, il y a un autre problème auquel vous allez être confronté, et j'imagine que vous y avez déjà pensé, c'est le premier déplacement à la Flèche, donc, a été perturbé par des opposants d'extrême gauche qui avaient des casseroles. On peut imaginer que ça va vous poursuivre pendant toute la campagne. Est-ce que vous avez réfléchi, vous, en tant que directeur de campagne, à une contre-stratégie, c'est-à-dire à des moyens de neutraliser ces perturbations? De toute façon, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est l'état de droit, puisqu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Donc l'état de droit, c'est quand même de pouvoir aller et venir, de pouvoir, dans une démocratie, quand il y a une campagne électorale, faire campagne. Donc là, on se trouve face à des fascistes rouges qui, clairement, dans leur façon de fonctionner, sont intolérants à tout ce qui n'est pas d'extrême gauche. C'est-à-dire que le seuil de tolérance de la France insoumise doit s'arrêter au Parti socialiste. Même le Parti socialiste, je pense, se fait insulter par la France insoumise. Donc à un moment... Même Ruffin. Oui, voilà, donc exactement. De toute façon, c'est comme une secte. Hein. C'est-à-dire que dès que quand vous êtes dans la secte, tout va bien. Dès que vous quittez la secte, alors là, vous êtes un salaud. Hein. Donc voilà, ça, c'est la France insoumise. Et ses méthodes. Ils avaient appelé à contre-manifester dès le mardi soir sur les réseaux sociaux. Donc, ils ne peuvent pas dire que c'est spontané ou qu'on ne sait pas qui sont ces gens. Non, c'était une consigne d'aller contre-manifester contre la venue de Marine Le Pen, candidate à la présidentielle. Donc, ça pose une question, c'est le rôle de l'État dans tout ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est le foutoir, la France? Est-ce que chacun fait ce qu'il veut au niveau de l'interruption de la démocratie? Ou est-ce que les préfets, à un moment, vont faire leur boulot et appliquer les règles? Je vous donne un exemple. Moi, je suis dans le département du Gard. Et dans le Gard, alors, certains sur votre antenne seront sûrement contre, d'autres seront pour. On a des corridas. Voilà, bon, c'est comme ça. Ça, c'est le sujet. On a des Avec arènes. la chasse. C'est les arènes de Nîmes, les arènes... voilà, on a des corridas. Et donc, il y a des manifestations contre les corridas qui se déroulent chaque année au moment des férias. Les préfets dans le Gard, ils sont intelligents. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas approcher les gens. Ils les mettent à distance raisonnable des arènes. Parce que sinon, les gens en viennent aux mains et c'est n'importe quoi. Donc, le boulot d'un préfet, c'est de faire ce que fait le préfet du Gard lorsqu'il y a des corridas. Il maintient les contre-manifestants à distance raisonnable, ce qui leur permet de s'exprimer. S'ils veulent s'exprimer, s'ils ont envie, s'ils aiment faire la cuisine et qu'ils ont 50 casseroles, si ça leur fait plaisir et s'ils ont que ça à faire de leur journée, surtout parce que je crois qu'il y a beaucoup donc ça à faire de leur journée. Ça montre, parce qu'on était en pleine journée en semaine quand même. Oui. Hein, donc, voilà, visiblement, ce sont des gens qui sont mobilisables la veille pour le lendemain à des heures ouvrables. Donc, je ne sais pas quel est leur travail, mais en tout cas, ils ont beaucoup de temps libre, donc très bien. Donc, en tout cas, non, voilà, je pense que c'est le rôle de l'État de faire son travail, de faire son boulot. Et donc, on va appeler très concrètement les préfets à faire leur boulot. Il nous reste 2 minutes. Oui. Quel est, selon vous, le candidat le plus dangereux pour la France et pour le Rassemblement national, par exemple, entre Édouard Philippe, donc l'extrême centre, Oui. et Jean-Luc Mélenchon? Qui préférez-vous affronter? Alors, Marine Le Pen, je pense qu'il n'y a pas de préférence à avoir. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est la démocratie, donc les gens vont s'exprimer. Moi, à titre personnel, mais c'est vraiment à titre personnel, je pense que Jean-Luc Mélenchon a de grandes chances d'être au second tour. Pourquoi? Parce que son vote repose sur un vote communautaire. C'est le vote Gaza-Palestine pour moitié, c'est-à-dire que vous avez 8 ou 10% de gens qui automatiquement voteront Jean-Luc Mélenchon quoi qu'il arrive, même si certains ne savent pas lire. Moi, je l'ai vu dans les bureaux de vote, ils arrivent, ils ne savent pas lire, ils demandent le bulletin Mélenchon et les gens leur donnent le bulletin Mélenchon. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la ZUP de Nîmes et c'est ce que j'ai
j'ai vu, moi, sous mes yeux, à plusieurs scrutins. Donc, il vote pour la Gaza-Palestine. Donc ça, de toute façon, voilà, Rien à faire. personne n'ira aussi loin que M. Mélenchon sur le sujet. Et donc, il fera au moins 8-10 points déjà avec ce vote. Et ensuite, il a un vote de fonctionnaires qui votent de manière importante pour lui. Donc, les autres, je ne les vois pas franchir 18 ou 20% en l'état, sauf s'ils se regroupaient tous, ce qui est possible si à un moment ils en prennent Mais ce qui n'est pas conscience. fait, oui. Mais en tout cas, nous, on prendra l'adversaire qui est en face. Mélenchon, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment tout ce que je combats. C'est-à-dire que c'est le communautarisme poussé à l'extrême, la nouvelle France, comme il l'appelle. Moi, je crois qu'il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale, et que nous n'avons pas à encourager les communautés. Lui prend le parti de ça. Et puis, par contre, là où Édouard Philippe et Gabriel Attal sont dangereux, c'est qu'ils passent pour des gens responsables, alors que ce sont des irresponsables qui ont endetté le pays, qui ont ruiné le pays, qui ont fait entrer une immigration massive, qui sont incapables de gérer les problèmes de sécurité, même avec ce jeune là qui est au canal Saint-Martin Ah oui, ça c'est depuis des phénoménal. semaines. Hamza Ladouane. Alors c'est un exemple, mais des Hamza Ladouane, il y en a des centaines et des centaines dans toute la France qui pourrissent la vie des gens, qui emmerdent tout le monde, et ils sont pas capables de mettre hors d'état de nuire des gamins de 12 ans. Mais on est où? Enfin, Alors justement, c'est peut-être sur ça qu'on va terminer. Comment, avec Marine Le Pen, réunir 51% des Français et remettre de l'ordre dans le pays en 30 secondes? je pense simplement en étant sincère, en montrant que tout ce qu'on dit depuis 30 ans, ça s'est réalisé, on avait les solutions, et aussi en attaquant le bilan des adversaires, parce qu'ils ne vont pas s'en sortir comme ça, parce qu'à chaque fois, ils attaquent Marine Le Pen. On dirait qu'on a été au pouvoir. On n'a jamais été au pouvoir. On n'a aucune leçon à recevoir de ces nullités, de ces crasses économiques qui n'ont rien su faire, mais qui donnent des leçons à tout le monde. On va un petit peu les faire tomber de leur piédestal. Je pense que c'est ce que nous avons à faire. Et tous les Français doivent nous y aider et ouvrir les yeux de chacun. MarineLePen.com. Eh bien, Julien Sanchez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes donc le directeur de campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle, pas la municipale, la présidentielle 2027. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir régulièrement à Radio Courtoisie. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci à vous pour votre travail. Merci.